Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, un petit entretien avec Tommy. Tommy, ça va la pêche ? Ça va, et toi ? Et oui, absolument. J'ai la méga pêche. Il est un peu tard, mais j'ai la méga pêche. On parle très bas parce qu'on est dans la pêche principale. Il y a des enfants qui dorment au-dessus. On n'a pas envie de les réveiller. Mais je voulais t'interroger à tout prix parce que là, bientôt, je vais faire un podcast avec les 3 trolls sur le sujet. Et je voulais à tout prix te faire un petit entretien avec toi avant pour préparer cette émission 3 trolls. Et du coup, peut-être qu'elle sera diffusée, c'est ce que je t'expliquais sur le Patreon pour mes Patreons. Je ne sais pas si la publication sera faite sur la cellule directement. En tout cas, merci à toi d'être là pour me parler de ton expérience avec ChatGPT. Quel maître de jeu incroyable que tu as utilisé. Ça a duré combien de temps ta campagne avec ChatGPT ? Eh ben, la campagne improbable de ChatGPT a duré pas loin d'un mois, grosso modo. À raison de combien de parties à peu près ? Alors, difficile de quantifier un nombre de parties parce que ça va pas se quantifier comme, on va dire, un JDR traditionnel. C'était l'avantage de ChatGPT, c'est qu'il est dans la poche et que c'était dès que j'avais envie. Ah, donc ça déjà c'est un premier élément intéressant quand même. Okay. Donc voilà, je me suis ménagé des plages de jeu un petit peu dans les moments que les gens pourraient utiliser pour scroller sur Instagram ou ce genre de conneries. Moi je l'ai utilisé, tiens, j'ai 1 heure ou 2 devant moi, ou 7 heures dans un avion, ça m'est arrivé, et j'ai fait 7 heures de partie. Je me suis fait un scénar de 7 heures, par moment ça m'est arrivé. 7 heures de partie avec ChatGPT. Mais il n'y a pas une limite de requêtes que tu peux faire avec le chatbot ? Alors en effet, il existe une limite de requête qui est imposée par la version non payante. Ce que j'ai d'ailleurs, je n'ai jamais payé quoi que ce soit, je n'ai pas pris l'abonnement, j'ai la version gratuite de ChatGPT, alors je ne sais plus si c'est la 3.5 ou la 4. C'est la 3.5. Il me semble que c'est la 3.5, ouais, la version gratuite. Et puis surtout que ça commence à dater cette partie, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi. Pardon. Alors c'était un peu moins longtemps que ça, c'était en décembre dernier. Non mais je sais pas quelle version c'était. Donc il me semble que c'était, de mémoire c'était la 3.5. Ouais, parce que je crois que je suis pas sûr mais je crois que la 4 elle est payante déjà. Il me semble qu'en effet, la version 4, c'est la version payante qui te donne accès à, on va dire, des modules de compréhension un peu plus cortiqués. Ouais. Sachant qu'il faut savoir que sur le compte gratuit, on a quand même droit à un certain taux de données sur ChatGPT 4 avant qu'il passe automatiquement sur la version d'avant. Donc il y a des moments où j'étais sans le savoir en train de parler avec la version 4.0. D'accord. Ce qui a pu parfois changer l'expérience, sans doute. Tu l'as ressenti ou pas du tout ? Je pourrais pas dire que ce soit déterminant. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est la courbe d'apprentissage. Vraiment. C'est-à-dire que ChatGPT apprenait à jouer avec toi ? Complètement. C'était assez étonnant. En fait, tout est parti d'une réflexion qu'on s'est faite avec un ami, Manu, que je salue au passage, que tu connais aussi, un rôliste plus qu'averti. Ouais. Voilà, qui fait partie de la Chrome, que je salue, donc le cercle des rôlistes morbihanais. Tout à fait. Et en fait, il nous avait parlé du fait qu'un jour, il avait fait une préparation un peu à l'arrache et qu'il avait eu l'idée, pour s'aider, de demander à ChatGPT de lui faire une petite liste pour, je ne sais plus si c'était du Pathfinder ou du Warhammer. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et en fait, il a vu que cet outil-là était très pratique pour l'aider à faire des préparations de parties. Et lors d'une discussion, on s'est dit, mais ce serait quand même marrant un jour de tenter de jouer avec ChatGPT. Pourquoi pas, moi je le masterise et il me simule un joueur, ou inversement. Ouais. Et l'idée est restée là en fait. Et moi je l'ai fait germer plus tard. Je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup. Je vais me mettre dans un setting et je vais demander à ChatGPT de devenir mon maître de jeu. Pour avoir mon MJ dans la poche quand j'en ai envie, quoi. Alors moi j'en étais resté à l'idée que c'était faisable, c'était possible, mais que souvent les parties que l'on y faisait étaient assez caricaturales, du genre en gros du Donjons et Dragons, de la Dojonade, j'ai envie de dire un peu comme... j'imagine que dans les datas de ChatGPT, il doit y avoir de nombreux rapports de parties, et que comme Donjons et Dragons est le jeu de rôle qui est massivement le plus joué au monde, ça doit représenter environ 75% des parties si on se fie à des tas de statistiques comme celle de Roll20, donc toutes les... parce que vous savez, maintenant il existe des tas de VTT, des Virtual Tabletop, dans lesquels on
enregistre en fait le type de partie qu'on fait, et grâce à ces tables virtuelles, on a une idée des proportions dans lesquelles chaque jeu de rôle est joué, et il s'avère encore aujourd'hui que Donjons et Dragons est l'un des jeux de rôle les plus joués au monde. Donc évidemment, si on crée un chatbot qui utilise les datas du monde entier, eh bien les datas massives vont provenir de parties type Donjons et Dragons ou des deux jeunades, parce que si tu ajoutes en plus Pathfinder et les clones et rétro-clones de Donjons et Dragons, ça fait beaucoup de data qui nourrissent ChatGPT. Et donc on m'avait dit, moi j'en étais resté à cette idée, qu'avec ChatGPT, tu pouvais faire des parties de jeux de rôle, il n'y avait aucun souci, mais que ça allait rester très souvent la caricature de la partie de jeu de rôle. Tu commences à l'auberge, tu traverses une forêt avec des squelettes. Enfin, si vous avez écouté le podcast sur l'apérole, vous voyez totalement le genre de caricature. Je l'ai emmené ailleurs. Et tu as réussi à l'emmener ailleurs, et c'est ça qui m'intéresse. Alors comment tu as procédé, quels étaient tes prompts, enfin, c'est tout ça qui m'intéresse. Moi. Pour l'avoir emmené ailleurs, déjà je voulais surtout pas jouer du donjon parce que j'en fais déjà en dehors, j'ai d'autres tables réelles qui m'intéressent bien plus avec des interactions, c'était pas l'idée. Moi ce qui m'intéresse, et je suis assez passionné de l'univers de Stalker notamment, que je dise pas de bêtises, donc je suis allé chercher les refs, je vous le dis en direct. Alors mets bien le micro vers toi. Ouais. Et du coup, donc l'univers de Stalker, pour ceux qui connaissent, c'est une franchise de jeux vidéo qui s'est inspirée d'un livre à la base, qui s'appelle Pique-nique au bord du chemin, paru en 72, qui a été écrit par les frères Arkady et Boris Strugatsky, donc des Russes. C'est des Russes ou des Ukrainiens ? Ce sont des Russes, pour le coup, qui ont écrit ça. Okay. Et ce film a plus tard été adapté, le livre a été adapté en film en 79, qui a été fait donc par Tarkovsky, que j'ai vu. Et je suis tombé amoureux de ce film qui est un film d'auteur russe qui dure 3 heures, donc je ne le conseillerais pas à tout le monde. Tout le monde ne survivra pas à ce visionnage. On en a beaucoup parlé de Mais voilà, pour ceux qui aiment les films russes de cette époque-là, qui sont très conceptuels, je vous encourage à regarder. Il est en gratuit sur YouTube pour information. Ah oui. Je l'ai trouvé en gratuit sur YouTube en sous-titres russe, sous-titré français. D'accord, ok. Donc vous pouvez tout à fait le regarder sans aucun problème. Et également, ça a donné toute la franchise des jeux qu'on connaît, jeux vidéo pour ceux qui connaissent, donc la série des jeux Stalker. Et Stalker, c'est pas justement une boîte ukrainienne qui le fait ? Alors, c'est peut-être pour ça que je croyais que c'était ukrainien. Je veux pas te dire de bêtises, il est tout à fait possible qu'en effet, oui, parce que ça se passe dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, en fait. C'est ça. Donc je pense que oui, les origines ukrainiennes. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait une histoire d'Ukrainien là-dedans. Ok, bon, très bien. Fort bien. Peut-être quand même nous résumer un petit peu la fiction de Stalker très rapidement pour qu'on comprenne où les enjeux, les propos. Alors les enjeux, les propos, c'est pas très compliqué en soi. En fait, la Terre a été visitée, on va dire, déjà à l'époque. Pour situer ça se passe c'est contemporain de son auteur, donc dans les années 80-90. Ouais. À peine légèrement plus futuriste, mais ça se passe dans un monde qui a subi une visite. C'est pour ça que ça s'appelle Pique-nique au bord du chemin, le roman, parce qu'en fait, il considère que des extraterrestres sont venus à un moment sur Terre. D'accord, ouais. Ont créé des zones de perturbation terribles, avec des artefacts qui sont restés derrière, qui perturbent le cours naturel des choses, de la métaphysique, de la physique, qui ne marche plus comme avant. Et ils sont partis, comme des pique-niqueurs qui auraient laissé des détritus sur le bord de la route, d'où pique-nique au bord du chemin, et ils ont laissé des choses derrière eux. D'accord, ok. Et en fait, dans ce monde qui du coup est un peu ravagé par les conséquences de ces perturbations, il y a des gens qui vivent à la marge et des gens qui vont rentrer dans ce qu'on appelle les zones, sachant que les zones sont réparties partout autour du globe. Il y en a en France, en Amérique du Sud, évidemment en Russie, en Ukraine, etc. Et ces gens-là ont fait un business de rentrer dans ces zones dangereuses, extrêmement dangereuses, où on peut mourir en un clin d'œil parce que la gravité se retrouve altérée d'un coup, par exemple, où on se retrouve irradié, où on disparaît tout bonnement, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. D'accord, ouais. Mais il se trouve qu'il y a des artefacts. Et certains ont trouvé une utilité dans le monde réel, du quotidien. Ouais. Donc ça peut valoir quelque chose. Et ça vaut une petite fortune. Et évidemment, c'est interdit de sortir ces artefacts. Donc il faut que la contrebande se mette en place. Et dans l'univers de ce jeu, on joue un stalker, donc qui est on va dire un contrebandier, littéralement, dont le métier est d'aller dans ces zones-là, soit pour travailler pour l'institut officiel, parce qu'il y a un institut qui est autorisé à les étudier, ou alors tout simplement en loose day, en contrebande, pour aller les revendre au plus offrant. Sur le marché noir. Donc ça, c'est le pitch pour poser l'univers, l'ambiance. Ouais. Voilà. Et les propos, ça parle de quoi ? C'est des vies, on décrit des vies humaines, on décrit les métamorphoses que pourrait engendrer la venue des extraterrestres sur la Terre. C'est quoi l'ambiance ? C'est du survival horror ? C'est quoi ?
Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du livre, on va parler de... le propos va plutôt s'intéresser à la vie d'un stalker en particulier, à quel point le monde est difficile. Ça parle beaucoup de l'époque russe, de là où ça a été écrit. Donc, on est sur la pleine période du communisme dur, où le gouvernement contrôle énormément ce qui se passe chez les gens. D'accord, ouais. Et où les gens sont pauvres. La vie est compliquée, les ressources sont limitées et il y a besoin d'avoir recours au marché noir. C'est une satire sociale en fait de la Russie, d'accord. Du fait qu'ils ont des gros problèmes économiques et que du coup ça pousse la population à aller prendre des risques pour survivre. D'accord. Donc c'est une grosse satire sociale et également aussi des conséquences. Oui, ça parle un petit peu de science-fiction mais je veux pas spoiler. D'accord, ok. Il y a des composantes, des conséquences de la visite des extraterrestres sur Terre, mais bon, on va dire, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. D'accord. Ça peut générer quelques twists dans la narration, voilà. Mais ça va pas. Ok. Sachant que ce roman, pour information, a été censuré par le régime communiste pendant des années. Ils ont repoussé très longtemps sa parution parce que justement, ils trouvaient que ça égratignait un petit peu. Ils avaient compris qu'ils étaient visés, clairement. D'accord. Ouais. Mais ça a quand même réussi à sortir et ça a eu un succès d'estime bien plus tard, quoi. Donc on va dire que c'est ça. Et ça parle d'un monde post-apocalyptique ravagé. Donc est-ce que c'est les conséquences des humains? Est-ce que c'est à cause de la centrale qui a explosé à cause des extraterrestres? Est-ce que la cause c'est la centrale qui a pété? Est-ce que c'est les extraterrestres qui ont contaminé la zone? Il y avait des petits propos écologiques déjà à l'époque. C'était émergent. Ok. D'accord. Donc en tout cas l'univers a l'air ultra riche. C'est clairement. très riche, ouais. Et donc du coup, toi, tu as voulu proposer à ChatGPT de te faire une partie dans l'univers de Stalker. Voilà, je lui ai demandé, en lui donnant exactement les 3 références, à savoir à la fois le jeu, le livre et le film. Donc j'ai donné les 3 sources, et je dis, en t'inspirant de ces 3 sources-là, est-ce que tu peux m'émuler une fiction dans laquelle je jouerais un stalker? Et tu vas me générer des situations aléatoires qui pourraient s'inspirer d'une situation qu'on retrouverait dans le roman. Je veux faire un jeu de rôle basé là-dessus. Sachant que pour info, il existe déjà un jeu de rôle Stalker, qui est là. Je lui ai demandé s'il voulait s'inspirer des règles ou pas, mais que dans ces cas-là, ça ne soit pas visible. Et justement, je ne voulais pas voir les ficelles. Je lui ai bien dit, je ne veux pas voir les ficelles de comment tu fais. Mais je vais te donner des situations, tu vas y répondre, tu vas me proposer des choix, et on va avancer ensemble dans la narration. Donc c'est comme ça que j'ai lancé les premiers jalons, et la situation qu'il m'a proposée au départ était caricaturale sans l'être, on va dire, elle était dans le canon esthétique. Voilà. Okay. Il m'a donné grosso modo le début du film. Donc j'ai bien senti l'inspiration pour avoir vu toutes les œuvres, je savais où il m'emmenait. D'accord, ok, ouais. Voilà, il m'a proposé une scène que l'on voit, si vous regardez le film, il m'a proposé à peu près les 15 premières minutes du film. Sauf qu'à partir des 15 premières minutes, ça n'avait plus rien à voir. D'accord. Il m'emmenait ailleurs, et c'était génial. Je me suis laissé embarquer, et on a fait un scénario complètement inédit. Alors ça s'est passé comment? C'est-à-dire que est-ce que Day One, tu utilises ChatGPT, tu parles en univers de Stalker, tu lui mets des prompts comme ça, et donc du coup, dans les heures qui suivent, tu commences tout de suite et t'es tout de suite aspiré par le truc. Combien de prompts tu as dû mettre avant d'avoir un truc satisfaisant, ou est-ce que non, ça a été automatique? Parle-nous un petit peu du tout début, des galères que tu as rencontrées, si il y a eu des galères. Il y a eu beaucoup d'allers-retours en fait, parce qu'au départ, si tu veux, il me proposait beaucoup de situations de, bon voilà, tu es en train de te balader dans une gare désaffectée, et ta mission c'est d'aller récupérer un artefact dans tel endroit qui est assez loin. D'accord. Et voilà, je lui demande, décris-moi l'environnement. Parce que naturellement, tout de suite, il m'a juste posé le cadre, mais sans me le décrire. Là, ensuite, il me décrit l'environnement. Eh bien, tu as, par exemple, je ne sais pas, un bâtiment un peu rouillé, il semblerait qu'il y ait une sorte de poste de contrôle, la porte a l'air fermée, et devant toi, il y a une drésine. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une drésine, c'est, on va dire, un petit chariot sur lequel on pompe manuellement pour avancer sur les rails. Ouais, comme dans Tintin. Voilà. Si vous avez vu Les Ruées vers l'or, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était quel épisode? C'est dans quand il est pas au Tibet. Putain. Après les 7 boules de cristal, c'est comment il s'appelle? Le Temple du Soleil. Raskar Kapak. Voilà, Raskar Kapak, il y a un moment donné où ils sont effectivement sur les îles. Donc voilà, donc il me pose un petit peu le décor et il commence déjà à me rentrer dans des descriptions intéressantes. Et là je me dis, bon c'est bien, mais pour l'instant il n'y a rien de folichon, rien d'exceptionnel. Et donc je lui dis, écoute, très bien, je voudrais utiliser cette drésine, admettons. Ouais. Et génère-moi une situation, dis-moi si j'y arrive. Comme on pourrait demander à un MJ par exemple. Sauf que pour l'instant, j'essaye de pomper, est-ce que j'y arrive quoi. Voilà, et je n'avais absolument pas posé pour l'instant de cadre de comment est-ce qu'il résout ça. Ouais. Je ne lui ai pas demandé quel est son système de résolution. Je le laisse gérer un petit peu en roue libre pour voir comment il fait. D'accord. Et il me dit, bah écoute, tu constates que il te manque un élément. Voilà, il te manque une batterie. Bon, soit, pourquoi pas. Et là, il me dit, bon écoute, tu as plusieurs choix. Et là, il ressemble très rapidement
à un livre dont vous êtes le héros. Il commence à me faire des choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est un moyen de résoudre, mais du coup, ça enferme vachement la narration quand même. Donc là, il me propose par exemple, va enfoncer la porte, tente d'ouvrir la porte du local que tu as vu, retourne en arrière, fouiller un peu plus la gare, ou pourquoi pas, avance sur les rails à pied, tant pis pour la drésine. Excellent. Donc là, déjà, il me propose des choix. Si je n'ai pas envie de m'investir ou d'être inventif, je peux me reposer sur le système qu'il me propose et suivre un petit peu sa narration. Donc j'accepte un petit peu ce qu'il me propose pour voir ce qu'il a dans le bide. Je choisis d'aller forcer la porte. Là, je force la porte. Là, il me demande comment tu fais. Bonne question. Oui. Et là, c'est là que je me rends compte que j'ai pas posé ni d'inventaire, ni quoi que ce soit. Et là, je me dis, tiens, on va commencer à mettre un petit cadre en place. Est-ce que tu peux, dans ton système, me définir un système d'inventaire que tu ne me montreras pas, mais que tu vas gérer? Tu vas prendre en compte les éléments que je te dis ou que je découvre. Et tu les noteras pour moi, tu les garderas en mémoire. D'accord. Il me fait, pas de problème. Donc je lui dis, est-ce que tu peux me décrire un équipement standard pour un stalker débutant? Et il me fait une liste. T'as un sac à dos, t'as une lampe de poche, tu as... Elle était crédible cette liste? Elle était parfaitement crédible parce qu'il m'a même décrit le fait que j'avais des boulons. Alors ça parlera à personne sauf à ceux qui connaissent l'univers de Stalker. l'univers. Ouais. En fait, c'est avec un boulon que le héros du film ainsi que des livres teste les zones dangereuses. Il jette des boulons devant lui. Okay. Et si ça pète ou qu'il y a un truc, en fait voilà. Donc il me décrit quelque chose qui est parfaitement canon. Et là, je commence à me dire, mais c'est incroyable. Ouais. Donc là, il est allé chercher précisément la chose qui fait la force de l'univers. Ouais. Je dis cool, parfait. Donc là, ça y est, je suis accroché. Là, il m'a eu. D'accord. Là, c'était le début. C'est le moment où il t'a eu. En fait. Là, il m'a eu, il m'a dit, ok, c'est bon, il a compris ce que je veux, je pense que là, on va s'amuser, quoi. Et s'en est suivi des péripéties qui étaient dignes, on va dire, d'un scénar tout à fait louable. J'ai fini par, on va la faire très courte, c'est le début, on va pas aller très loin. J'ai forcé le local, j'ai trouvé la batterie, sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Des chiens mutants se pointent. Et oui, il y a des chiens mutants dans ce monde-là. D'accord, ouais. Et il a fallu que je les esquive ou que je les combatte. Il me proposait les choix à chaque fois, mais sauf que les combattre avec quoi? Encore une fois, le choix se pose. Est-ce que tu fouilles pour trouver une arme? Il me propose des solutions. D'accord, ouais. Il me pose un problème, il me propose des sorties. Par contre, très vite, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il me proposait toujours ça de manière 1, 2, 3, 4. Donc très vite, je lui ai dit, j'aimerais que tu arrêtes de me proposer des choix numérotés. Ok. Je voudrais que ce soit, entre guillemets, plus endémique, plus naturel. Mets-moi en difficulté, ne me donne pas forcément la solution, mais par contre, montre-moi, entre guillemets, qu'il existe des portes dans le monde. En gros, décris-moi l'univers et laisse-moi, entre guillemets, interpréter. Si jamais je te demande des précisions, à ce moment-là, donne-les-moi. Donc ça y est, il me fait ok, pas de souci. Donc tout de suite, là, il n'y avait plus de listing. Et c'était beaucoup plus naturel dans l'addiction, comme un MJ te dirait, écoute, tu veux combattre les chiens mutants, pas de problème, écoute, cherche une arme. Mais où est-ce que je pourrais en trouver? Écoute, regarde autour de toi. Et je dis, tiens, est-ce que tu pourrais me donner un système de perception, par exemple, pour voir si je réussis ou pas? Pas de problème. Je dis, écoute, je fais un jet de perception, ne dis pas le résultat, dis-moi juste si ça marche ou pas. Ok, putain, c'est fou. Et là, il m'a dit, ok, écoute, il a fait un jet. Il m'a dit, écoute, là, tu vois qu'il y a un placard à tel endroit. Etc. J'avance, je réussis, je trouve dans le placard une arme, ça tombait bien. Bon, coup de bol, ça paraît un peu téléphoné, mais il faut bien se rappeler que c'est que le début. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, je trouve une arme, mais il n'y a pas de munitions. Bon, s'ensuit, je vais pas faire toutes les péripéties, mais en tout cas, je vois que le système fonctionne. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il te donne quelque chose, mais c'est marrant ce système de... Oui, il y a une arme, mais il manque de munitions. Oui, il y a un véhicule, mais il manque une batterie. Tu vois, pourquoi? Parce que je lui demandais à chaque fois de me créer des péripéties. D'accord. Et en fait, il me fait un tumble forward. On avance, et il se passe toujours quelque chose. Des difficultés, mais qui sont... je suis toujours en capacité plus ou moins de le résoudre. Donc je cherche, au bout d'un moment, je vais aller la faire courte, je cherche la difficulté. Je me dis à quel moment il va vraiment me mettre dans le mal. Parce qu'un MJ, à un moment, quand tu fais des mauvais choix, il te punit un petit peu. Ça peut arriver. Je comprends. Ou le jeu lui-même te punit. Oui, tout à fait. Donc j'ai voulu tester un petit peu la chose. Et je suis allé me mettre en danger. J'ai fait des choix, parfois, qui n'étaient pas forcément stratégiques, comme courir à poil sur les voies, voilà, limite sans armes. D'accord, en me disant, là, n'importe quel MJ va me faire soit un test d'agilité, soit où je vais peut-être tomber, ou je vais tomber sur un artefact, ou un truc qui va me sauter à la bouche. Il l'a fait.
D'accord. Ouais. Il l'a fait. À un moment donné, tu t'as dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas crédible. Voilà. Boum, t'es. Quand je lui ai dit, tu prends en compte une jauge de danger dans le jeu en fonction de mes actions, j'aimerais que tu y réagisses de manière crédible par rapport à l'univers de Stalker. Si par exemple je commence à courir sans vérifier les zones devant moi alors que je sais qu'il y a une zone à risque, il devrait m'arriver des bricoles. Il me fait oui, ne t'inquiète pas, c'est prévu. Et donc du coup, tu l'as testé ça? Et il m'en est arrivé, oui, bien sûr. Ouais, okay, ouais. Mon personnage a survécu parce qu'évidemment je l'ai mis en danger, mais le but c'était de continuer la campagne. Ouais, donc je m'en suis tiré avec des dommages. Il me gérait une jauge de points de vie que je lui ai demandé de créer. Et au fur et à mesure, tu créais des règles. Hein, j'ai implémenté des règles à différentes étapes. Dès que quelque chose ne me convenait pas ou que je trouvais que ça manquait de précision, j'ai demandé de les intégrer, de les garder en mémoire surtout. Et ça, c'était super important. Et à un moment, quand j'ai décidé d'arrêter ma première session qui a dû durer, je pense, pas loin de 2 heures, tellement j'ai été pris dedans, je lui ai dit, écoute, maintenant, on va faire un truc. Juste, tu interagissais à l'écrit avec lui. T'avais pas d'interpréteur de vocal, tu parlais pas... Au départ, je ne faisais tout que par écrit. Là où c'est intéressant, c'est qu'après j'ai commencé à utiliser la commande vocale, et parce que ça me permettait de faire des descriptions plus longues sans passer 3 heures à taper sur le téléphone. De temps en temps, je corrigeais ensuite si jamais il avait mal entendu. C'est arrivé longtemps après le début de ton scénario, ça ou... On va dire assez rapidement. C'est le genre de truc que tu fais pas en public. Tu vois pas quelqu'un dans la rue commencer à faire une partie de jeu de rôle en vocal avec son téléphone. Donc ça, logique, dès que j'étais entouré de gens, j'étais en textuel, et quand j'étais seul chez moi, j'étais en vocal. Ok, très bien. Putain, c'est génial. Donc ce qui a aussi influé sur le degré de précision de mes réponses. Bien sûr, évidemment. Donc, forcément, donc, mais au début, ce qui est intéressant, c'est que tu fais du game design avec des... Enfin, ce qui est marrant, c'est que tu fais du game design sur ChatGPT. Donc tu crées un jeu de rôle, mais pas dans l'objectif de le partager avec d'autres êtres humains, mais de former en fait des règles pour pouvoir jouer avec ChatGPT. Ça, c'est très intéressant. C'est un nouveau type de game design. C'est du prompt design, hein. C'est rien de nouveau sous le soleil, mais appliqué au jeu de rôle, je trouve ça très intéressant. Et que tu es ton premier client, c'est très, très intéressant. Et puis l'autre truc, c'est donc... Vient le moment où tu arrêtes ta première session de jeu. 2 heures, tu as joué 2 heures. J'ai dû jouer pas loin de 2 heures sur la première session. Je me suis arrêté à un moment où j'aurais estimé qu'un MJ aurait voulu s'arrêter pour faire une pause. Un cliffhanger. Voilà. Et en gros, il n'y avait pas un moment donné où on t'a demandé de payer. Enfin, je suis dingue, ou ChatGPT au bout d'un moment il dit attends, t'as fait trop de requêtes aujourd'hui. En fait, si tu veux, il y a plusieurs limites. Il n'y a pas de limite de temps en soi, il y a une limite de mégaoctets de données que tu peux envoyer à ChatGPT avant qu'il te dise bon, maintenant, Coco, tu vas attendre demain, tu vas attendre 6-12 heures, et après on continue. J'ai atteint parfois cette limite parce que j'étais à fond dedans et que j'ai éclaté la capacité de la juste version avec du gratuite. texte. Juste avec du texte. À aucun moment, au départ, du moins, je n'ai demandé ni de son ni d'image. C'est venu plus tard. Ah, oh, putain, t'as vu. Okay. Parce que oui, à un moment, j'ai vraiment testé plusieurs choses. Mais au départ, c'était que du texte. Vas-y, d'accord. Restons sur la première partie. Ouais. Donc, j'ai arrêté la première partie, et à la fin de cette partie-là, on va dire ce premier scénario, je lui ai demandé, écoute, maintenant, ce que je veux, c'est que tu me fasses un résumé textuel de tout le système que tu as utilisé pour résoudre les actions. Et donc là, il m'a sorti une feuille A4. Grosso modo, je lui ai demandé ça sous format A4 en ODT. Et il m'a montré comment il résolvait chaque chose. Je voulais voir le squelette, en fait. Comprendre comment il a analysé ce que je lui ai dit. Est-ce que tu es sûr qu'il a bien utilisé ça? Parce qu'a priori, ChatGPT n'est pas très bon dans les exercices réflexifs. Donc, est-ce que... Il utilisait des systèmes très basiques, en fait. Des systèmes de jauge, de désimulés, de 1 à 10, des actions de difficulté graduées de 1 à 10 ou de 1 à 20 en fonction. Il me gérait un inventaire. Tu penses qu'il a lancé les dés vraiment? Je ne pourrais jamais le savoir, puisque au départ, je lui ai demandé de le masquer pour ne pas briser mon immersion. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire un résumé juste du moyen qu'il utilisait. Je lui ai pas demandé de me montrer en temps réel. Est-ce que, étant donné les actions que tu as fait... Ouais, ok, d'accord. Alors, d'accord, ok, tu l'as fait plus tard. Mais sur la deuxième partie. Et là, du coup, très intéressant. Pourquoi est-ce que tu as été obligé de le faire? Comment s'est passée la fin de la première partie? Alors, la fin de la première partie, pour la faire très courte, la mission était basique. Vous devez aller d'un point A à un point B avec un moyen de transport qui était la drésine pour le coup. J'aurais pu y aller à pied, mais c'était plus facile et moins dangereux. C'était une option viable pour aller chercher un artefact dans une zone qui était protégée. Je n'ai pas réussi à y rentrer tout de suite, puisque la zone était très lourdement défendue, et je suis tombé sur un PNJ qui a été généré par ChatGPT, que je n'avais pas demandé. D'accord. Je n'ai à aucun moment demandé à ce qu'il me fasse apparaître un PNJ, mais il l'a fait. Il m'a mis un PNJ qui n'était pas hostile. C'est-à-dire qu'il a généré une situation où j'ai rencontré un gars en treillis militaire qui était blessé dans un coin. Et bien ce personnage-là, j'aurais pu parfaitement l'ignorer, mais je suis allé le voir. Je lui ai filé un bandage que j'avais dans mon inventaire, que j'avais demandé à ce qu'il gère d'ailleurs.
Et c'est devenu l'un des personnages centraux de l'histoire. Plus tard, il m'a suivi de bout en bout jusqu'à la fin de la campagne et c'est devenu l'un des piliers du jeu. Ce personnage-là, à aucun moment, moi, je l'ai scripté, je l'ai pas demandé. Je lui ai même demandé de le nommer lui. J'ai pas voulu le nommer moi. J'ai dit, donne-moi son nom, qui est-il ? Et il s'appelait comment ? C'était Andrei, je crois. Andrei, ok. Alors, je crois que c'est ça. Parce que ça me dit quelque chose. Il faut que je me rappelle dans du le nom. Souvenir que tu... Attends, je recherche rapidement. Je vais pas te dire de bêtises, mais... Parce que tous les personnages ont un nom. Donc voilà, le personnage principal, donc mon perso s'appelait Sergueï. Désolé, j'ai mal à la gorge. En l'occurrence, il a rencontré le personnage de... Parce qu'il y a eu plusieurs... Évidemment, après, il m'en a généré d'autres, bien évidemment. Bah oui, j'en doute pas. Je vais retrouver son nom. Non, c'était Alexandre, voilà. Okay. Donc, Alexandre, c'était le premier PNJ créé donc, de toutes pièces par ChatGPT, qui ensuite est devenu très intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, tiens, il va falloir qu'il me gère des interactions sociales autres que porte-monstre trésor, on va dire. Hein. C'est intéressant. Et c'est là que c'est devenu fun. Parce que là, j'ai arrêté de m'intéresser à comment il résolvait les choses de manière mathématique, parce qu'au final, c'est bien, t'as une jauge de chiffres, je m'en fiche. Comment tu gères le social ? Vas-y, fais-moi rire. J'ai commencé à dialoguer à la première personne. J'ai arrêté de dire « Sergueï fait ça ». J'ai commencé à parler, comme je le ferais en roleplay, c'est-à-dire j'ai fait parler Sergueï directement dans ChatGPT. J'étais Sergueï, moi, derrière mon téléphone. Et il m'a répondu de la même façon. Il m'a décrit « Bah oui, Alexandre se retourne vers toi, il te remercie ». Et là, je lui dis non, je veux qu'il me parle. Ok, pas de problème. Et là, il me met Alexander, 2 petits points, ouvrez les guillemets, et il fait parler Alexander. Okay. Et là, ça rentre en discussion. Et je commence à parler avec un PNJ. Et je lui demande son histoire. Il crée une profondeur au personnage, en fait. Okay. Il lui a donné une histoire, une raison de point. Donc là, on est dans la deuxième partie ? C'est la deuxième partie, ouais. Comment est-ce que ça se fait qu'il ait gardé en mémoire ta première partie ? Parce qu'à la fin de la première partie, je lui ai demandé de la garder en mémoire. Et je n'ai pas oublié de lui dire, tu me gardes cette conversation, en gros on ne la finit pas, tu la gardes en mémoire. J'ai appris bien plus tard qu'il y avait une limite malgré tout à ça. C'est-à-dire que après, on va dire un certain nombre, je dirais bien 7 ou 8 scénars, en gros on va dire qu'on était à peu près à 5-6 heures de jeu, il est arrivé à la fin d'une conversation dans laquelle il me dit je ne peux plus rien sauvegarder dans cette conversation, on est au max. Ouais. Du coup je lui ai demandé comme dernière action, j'ai réussi à biaiser un peu le système en lui demandant fais-moi un résumé concis sur un document que je peux télécharger en ouvrant une nouvelle discussion et à partir de ce document ça servira de prompt pour la suite et c'est ce que j'ai fait et il m'a du coup fait le chapitre 2 donc j'ai 2 chapitres en fait de ce jeu. C'est un jeu oui tout à fait et du coup ça a permis de recréer, de relancer tout en se rappelant. Alors attention, j'ai eu de la déperdition, ça c'est clair, il y a eu des choses qui ont été zappées, il confondait des noms de PNJ, ça a été boiteux, le redémarrage on va dire de la deuxième conversation a été boiteuse. Donc j'ai dû recadrer un petit peu ce qu'il avait oublié. Je lui ai dit, rappelle-toi. À la fin, on s'y prend. On lui parle comme un MJ. Mais non, c'est pas ça, rappelle-toi. Ah oui, t'as raison, désolé. Oui, donc oui, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle comme ça. Ok. Ah, puis oui, en effet, dans ton inventaire, il y avait pas ça, il y avait ça. Oui, t'as raison. Tac. Donc une fois que c'est corrigé, c'est bon, c'est reparti. C'est fou. Donc voilà. Ok. Mais t'as quand même à un moment donné, à cause de la limite du nombre de tokens en fait pris en compte par ChatGPT, tu as quand même été obligé à un moment donné de lui demander un résumé que tu as réinjecté dans une session d'après pour, évidemment, il y a eu de la déperdition au passage. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant. Du coup, mais par contre, donc, dans la première session, tant que tu n'es pas arrivé à cette limite, au bout de 7 scénars, tu dis ? Ouais, je dirais, on va dire, on va parler combien sans parler de scénar, mais combien d'heures de jeu je la moitié du mois ? Non. T'étais où par rapport ? Tu vois, tu me l'as dit, j'ai joué pendant 1 mois non-stop. J'ai joué quasiment pas tous les jours, mais presque pendant un bon mois. Et on va dire que il y a des jours où je faisais qu'1 heure, il y a des jours où j'en faisais 3 ou 4. Donc c'était variable, ça dépendait de mon emploi du temps aussi. Et c'est arrivé quand ? Au bout du 10e jour, au bout de... Ouais, on va dire, peut-être, ouais, c'est ça, 10-12e jour, je pense que j'ai atteint le stock de la première, du premier chapitre. Ouais. Mais et t'as joué de façon très intense. C'était le plus dense, hein, c'était le plus rempli. Le deuxième, je pense qu'il était plus court. Mais surtout qu'à la fin, en fait, on s'améliore en prompt et au final, il y a moins de choses. Enfin, on est plus pertinent. D'accord. Et ChatGPT est plus pertinent aussi. Là où c'est intéressant, par contre, c'est qu'il développe plus de texte. Parce que je l'ai vu développer une patte. Et là, moi, j'étais scié. Il l'écrivait ultra bien. J'aurais pu imprimer et faire un livre.
les dernières phrases, la conclusion, j'en avais limite les larmes aux yeux. Enfin, c'était beau. Le texte est beau, quoi. Ouais. C'est effrayant de voir que ChatGPT, qui à la base pourtant ne réfléchit pas si on parle de la logique IA, il ne fait qu'assembler des mots. Et avec un prompt. Mais là, pour le coup, il avait trouvé un style qui correspondait parfaitement à l'univers, et ce qu'il écrivait, franchement, c'était classe. C'est flippant et intéressant. Alors attention, parce qu'il s'est quand même nourri aussi de tes idées. Le fait que à la fin, l'outil puisse te faire pleurer, c'est pas surprenant. Je veux dire, j'allais dire, il existe des tas de sextoys qui sont des machines et qui produisent des effets tout à fait intéressants sur la physiologie humaine. Je pense que là, ici, en gros, tu as injecté aussi beaucoup de toi dans ChatGPT, dans tes attentes, etc. Et qu'à la fin, juste, c'était match avec tes attentes vis-à-vis de... C'est surtout qu'à un moment... Tu l'as guidé pour ça. Je l'ai guidé, pourquoi ? Parce qu'au départ, je trouvais ça intéressant, mais ça tournait vite en rond. C'est-à-dire qu'on tournait beaucoup autour de... Certes, il y avait quelques interactions sociales, mais on était dans de la gestion très factuelle. À un moment, en fait, sans trop rentrer dans les détails, parce que un scénar, c'est pas le plus intéressant. Oui, bien sûr. On a découvert un bunker et on s'est lancé dans un délire de il faut réhabiliter ce bunker, ça va nous faire une base pour ensuite faire autre chose. Ouais. Et on est parti dans une sorte de jeu de gestion où il fallait aller faire des missions pour aller récupérer des objets pour ensuite rendre cet endroit viable pour notre petit groupe qu'on avait créé, etc. Intéressant, mais j'étais plus dans un jeu de gestion. Le côté stalker avait un peu disparu à ce moment-là. Un petit peu. Il était en fond. Il était en fond, on allait faire de l'explo, mais c'était dans le but de récupérer des objets. Et là où il y avait le stalker qui revenait, c'était les dangers d'aller chercher. Où on faisait des rencontres qui étaient match avec l'univers. On tombait sur d'autres groupes de stalkers, on tombait sur des mutés, on tombait sur des créatures, on tombait sur des artefacts dangereux. Ouais. Il me générait quand même l'univers, mais... On commençait à rentrer dans une gestion matérielle. Ouais, mais c'est un peu creux quand même. Comme j'aurais dit à mon MJ, mais ça manque de sentiments, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est du choix moral plein la gueule. Parce que Stalker, c'est ça. Mais oui, je lui dis, moi, je veux du choix moral. Je lui dis, là, je veux qu'à partir de maintenant, tu me proposes des situations dans lesquelles je vais être obligé de faire des choix qui vont impliquer des choix difficiles au niveau moral. Ouais. Ah bah, il m'a pas loupé. Je me suis retrouvé. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce jeu émouvant à la fin. Il me proposait des choix qui étaient extrêmement difficiles à prendre. Où tu devais par exemple aller voler des affaires à des réfugiés parce que sans ça ton bunker ne tiendrait pas et vous n'auriez pas d'eau et vous n'allez pas pouvoir réussir votre mission. Sachant que votre mission, pour mon personnage principal, c'était de trouver un remède pour sa fille qui était mutée. Parce que oui, j'ai fini par lui donner une histoire à ce Sergueï, c'est pas le tout d'aller chercher des artefacts, mais moi il fallait une raison. D'accord, ouais. Donc je me suis dit tiens, il lui faut une raison. Et ben j'ai trouvé cette idée-là, il m'a dit ok, bonne idée, je vais jouer là-dessus. Ah bah là, il a bien joué dessus. Ouais. Petit côté Last of Us ou The Road. Voilà. Je me dis, c'est canon avec l'univers, c'est quelque chose que j'aurais aimé jouer. Je dis, ça colle. On va voir ce qu'il fait avec ça. Et en fait, il a inventé toute une campagne où c'est devenu central. Et d'ailleurs, à la fin, je lui ai demandé de baptiser le jeu. Il a baptisé le jeu du nom de la fille de Sergueï. Il a appelé le projet Alina. Parce qu'il a choisi lui-même le prénom de la fille et il a baptisé le jeu. Excellent. Et alors, un élément qui me frappait quand tu parlais, c'est, donc tu sais, dans un jeu de rôle, en général, il y a un système de règles qui a été pensé en amont par un groupe de playtesters ou un auteur, une autrice, etc. Et en fait, ce système de règles, il engendre un système autour de la table qui est souvent cohérent avec un propos global qui va se prolonger tout au long de la campagne. Là, en fait, j'avais l'impression que c'était un petit peu comme si tu avais une première étape du jeu de rôle dans lequel on est dans un livre dont vous êtes le héros, une deuxième dans lequel c'est un jeu de gestion, une troisième dans lequel c'est un jeu moral. Et tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était des systèmes un peu différents. Ça, si j'ose dire, ça manque un peu de cohérence, alors qu'un système de jeu pensé en amont par des êtres humains serait peut-être plus cohérent. Est-ce que tu dirais que le système s'est affiné au fur et à mesure pour aboutir à la fin à un système qui aurait été cohérent et qui aurait pu être joué de bout en bout ? Ou alors est-ce que tu penses que c'est inhérent à la pratique du jeu de rôle avec ChatGPT que ça va changer comme ça avec les tokens parce que si ça se trouve les choix moraux à la fin il n'en aurait plus rien eu à foutre parce que tu lui aurais proposé de faire un bunker et il aurait rebooté sur son truc. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense qu'il a fait du fine-tuning. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris, voilà. Je lui ai moi-même donné les règles au fur et à mesure. Chose que aucun MJ n'aurait aimé qu'aucun joueur lui fasse. Lui demander de changer les règles ou de les adapter, ce serait invivable. Parce qu'encore une fois, généralement, elles sont pensées en amont pour aboutir aux propos dont il a l'intention, auquel il a l'intention d'arriver. Mais oui, imagine un jeu dans lequel les joueurs et le MJ se mettent d'accord pour définir les règles qui les éclatent le plus au fur et à mesure du jeu. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu cette liberté. Ça, ce serait parfait.
dans le cadre où le jeu qu'on cherche à faire est une création collective faite à plusieurs, en fait, ce serait génial. Seulement, il faut être d'accord pour faire ça. En général, c'est pas ça qui se passe. On arrive à la table d'un jeu avec un projet, avec une proposition de règles et de systèmes, et on le fait vivre. En fait, on fait vivre l'expérience à ses joueurs. Enfin, en tout cas, l'animateur, on va même plus parler de MJ parce que c'est pas toujours des jeux à MJ et joueurs, mais l'animateur ou l'animatrice arrive avec un système, un jeu, une vision du jeu, l'esprit du jeu, et il essaye au mieux de le transmettre à la table. Alors que là, c'est différent. On part du principe qu'on va créer un jeu avec le chat GPT, là en l'occurrence, mais imaginons tous ensemble autour de la table. Tu vois, c'est différent. Comme... Là, ce que vous avez fait, c'est que vraiment, vous êtes partis de rien et vous avez créé tous les deux avec l'outil informatique. Vous avez créé à deux, ou tu as créé tout seul avec l'outil. C'est le débat, c'est toute la question que je me pose en fait. Et j'ai le doute maintenant que j'ai fait ça, je ne sais pas si j'ai joué seul ou si pour le coup il y a vraiment quelqu'un en face, entre guillemets. Parce qu'il y a des moments qui n'étaient tellement pas scriptés et que je n'avais pas demandé, mais qui ont émergé et qui ont été assez magiques en fait. Mais ça, c'est toi qui as projeté l'esprit. Il y a cette phrase de Wittgenstein, n'oublie pas que l'esprit du loup, du serpent est ton esprit, parce que tout ce que tu connais de l'esprit ne vient que de toi-même. Là, tu vois, l'anthropomorphisme, tu projettes de l'esprit dans cet outil. On pourrait dire que c'était un onanisme rôliste de fou, hein, mais pour le coup, je suis désolé, parfois, c'est bien. Oui. Vaut mieux faire les choses bien tout seul que mal à deux. oui, non, mais je dis pas. Je dis pas. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Oui. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du sextoys. Ah bah complètement. Voilà, le fantasme du MJ de poche. Moi, je me suis vraiment... je m'attendais pas à ça, en fait. J'ai commencé cette expérience vraiment en me disant... Tu jouais dans le bus, tu jouais dans le métro. Voilà, juste pour me dire, déjà, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va être drôle ou est-ce que ça va être très limité ? Parce que j'avais déjà fait le test genre 1 an avant et c'était absolument nul. Et j'ai vu vraiment la capacité cognitive de ChatGPT qui a explosé, quoi. Et qui était capable de prendre en compte chaque remarque, de la garder en mémoire et de l'appliquer. Par exemple, à un moment, je me dis, c'est sympa d'évoluer dans ce monde, mais ça manque de dynamisme. Moi, je pense à un petit côté jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais me gérer de la météo en temps réel ? Et il l'a fait. Il l'a pris en compte. Le changement, le passage du jour et de la nuit, donc le cycle était respecté. De temps en temps, je le testais pour voir. Tiens, dis-moi, quelle heure il est dans notre univers, là ? Bah écoute, là, tu es à 2 heures de la tombée du jour. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, il commence à faire froid. Ok, donc là, il m'a mis une météo dynamique. Pareil, je lui ai demandé, peux-tu, dans ta tête, en gros, as-tu toi-même déjà une idée de l'environnement ou de la carte, pour parler en termes de jeu, de la carte de la map sur laquelle on joue ? Il me dit, oui, j'ai de bonnes notions, je pourrais te décrire, veux-tu que je te décrive notre environnement ? Je lui dis, non, justement. En revanche, je veux que tu gardes bien en tête une carte détaillée avec des zones de danger, des zones intéressantes, des zones, voilà, de la variété. Mais que par contre, tu me les révèles au fur et à mesure de ma progression. De là où j'envoie mes personnages, dans ces cas-là, garde en mémoire ce que moi je sais. Voilà, de ce que j'ai découvert. Fais-moi un brouillard de guerre, en gros. Il me l'a fait. Donc, okay. Et la carte a été cohérente. L'autre truc sur lequel je voudrais revenir, c'est à un moment donné, tu as dit au début de l'émission que tu avais donc demandé à ChatGPT de créer un système, des lancers de dés ou je sais pas quoi, enfin voilà, peu importe, mais que tu devais pas le voir. Je t'ai dit, et à un moment donné, tu lui as demandé, vas-y, montre-moi quel est le système que tu as utilisé jusqu'ici. Premier élément, moi je pense qu'on n'a aucune preuve qu'il ait effectivement utilisé le système. Si ça se trouve, il l'a généré à ce moment-là, complètement, voilà, j'en sais rien. J'ai des gros doutes là-dessus. Par contre, tu m'as dit, oui, mais après, je lui ai demandé de me l'appliquer, de le voir en application et ça correspondait bien. Voilà. Alors, c'était quand ? C'était comment ? Vas-y, en gros, je lui ai demandé quand, par exemple, on prend le personnage d'Alexander, donc le premier PNJ que j'ai rencontré, qui était un personnage qui avait un passif militaire, parce que oui, c'est très fréquent dans cet univers-là de tomber sur des anciens Spetsnaz. Ouais. Voilà, les forces russes, lui en l'occurrence, c'était le cas. C'est un archétype, hein, c'est canon. Et je lui demande dans ces cas-là, je lui dis maintenant qu'on a ce personnage-là, peux-tu lui faire en gros une feuille de personnage avec quelques caracs très simples. Je veux peu de caracs mais qu'elles soient impactantes. Donc en effet, il m'a fait une carac martiale, voilà, normalement art de la guerre, logique. Il m'a fait une jauge d'endurance, une jauge de, je sais plus ce que c'était, d'ingéniosité, je crois. Enfin, il y avait genre 4 caracs et il avait une petite jauge sur 10 points. Il me dit voilà, donc en fonction de son passif, il me dit voilà, on peut prendre en compte que vu qu'il était Spetsnaz, donc il est fort, par exemple, dans l'art martial au taquet.
plutôt fort, plutôt endurant. Par contre, au niveau, je crois que c'est ça, il y avait une jauge morale. C'est comme toi j'avais qui lui as demandé. demandé, Oui. c'est toi qui lui avais demandé de lui faire des caracs et des compétences. Ouais, Hein. alors juste, non, pas de compétences, justement que des caracs. Des caractéristiques, oui. Et parce que je voulais pas polluer avec des compétences, parce que je me dis Non, que mais ça allait teinter le jeu. c'est juste, je voulais savoir si spontanément, en fait, ChatGPT t'avait proposé cette Non, solution. il m'a pas proposé carac compétences. Parce que comme la du tout. plupart des jeux de rôle aujourd'hui sont des caracs compétences, ça m'aurait pas paru déconnant que... Il l'a pas fait de lui-même. Voilà. Et je lui ai demandé que des caractéristiques, et je lui ai demandé de rajouter la caractéristique de, on va dire, de morale. Non pas au sens de la morale, mais au sens du moral. Et en l'occurrence, lui, il avait un moral assez faible, puisqu'il était blessé, qu'il avait en gros des PTSD suite à la guerre. Et c'est lui qui me l'a justifié tout seul, j'ai rien demandé. Ouais. Donc il a fait un personnage très fort physiquement, mais qui avait des grosses failles psychologiques et qui était dans un profil de suiveur. D'accord. Qui pour le coup était parfait, vu qu'il suivait mon personnage principal. Oui, pas fou, ouais. Plutôt malin. Et, malin. Et ce qui est intéressant, c'est que je lui ai demandé de me montrer comment ce personnage-là allait résoudre certaines situations. Donc il m'a dit, bah voilà, par exemple, tu lui as demandé de sécuriser la zone autour du bunker, donc il a fait un jet de sa carac d'art martial, en gros, d'art de la guerre. Il a réussi, étant donné son niveau, à faire un truc propre, etc. À un autre moment, en revanche, je lui ai demandé, fais-moi une scène de discussion. Tiens, j'ai envie de jouer une scène de discussion entre ces deux personnages, entre mon personnage et Alexander. Voilà. Et bah, il s'avérait que ce jour-là, il avait pas le moral. Et en effet, le Alexander n'allait pas bien. Et on a joué une simple scène. Et on s'est retrouvé à jouer aux cartes. Il m'a fait une description, on aurait dit du Tolstoï, quoi. De deux gars avec une bouteille de vodka dans un abri humide, qui se regardent avec très peu de paroles, qui s'échangent juste des regards en jouant aux cartes. Et on sent une tension énorme entre les deux personnages, quoi. Tu sens que Alexander, il veut parler de ses traumatismes mais qu'il n'arrive pas. Il a réussi à me faire ressentir ce blocage d'un gars qui ne va pas bien. Et cette scène-là, je n'ai rien dit. J'ai juste dit, décris-moi cette situation. Et j'ai juste fait parler une fois Sergei en lui demandant, est-ce que ça va ? Et là, il m'a décrit ce qui se passait. Et Alexander, qui en gros, dévie, ne veut pas parler. Et là, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu as décidé s'il allait me parler ou pas ? Et là, il m'a dit, bah, j'ai fait un jet sur sa jauge de morale. Et il a échoué. Il aurait réussi à s'ouvrir, à parler, il a échoué, du coup il s'est renfermé, il ne parlera pas. Ce qui est vachement intéressant, c'est que, tu vois, il justifie a posteriori, mais tu n'as aucune preuve que c'est effectivement ce qui a été fait. J'aurais pu le demander en temps réel, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait ? Non, mais peu parce importe. que j'ai pas envie, parce que c'était tellement chouette cette scène que je voulais pas la polluer, quoi. Ouais, ce que j'essaye de te dire, c'est que techniquement, en fait, je suis... même si tu l'avais demandé en temps réel, le fait que tu demandes génère cette réponse chez ChatGPT. Mais pour moi, ça ne constitue pas une preuve qu'il a effectivement, avant d'avoir donné sa ligne de dialogue, fait ce test dans sa tête. Il t'a fait croire. C'est des outils à te faire croire tu vois. C'est potentiellement un excellent illusionniste. Mais pour le coup, je demande pas la recette au chef si j'apprécie le plat, parce qu'il me la donnera probablement pas. Et pour le coup, j'avais pas envie de la demander. J'ai juste adoré ce plat. C'était très très bon. Cette scène était émouvante, elle était forte, elle était raccord avec tout ce que j'ai pu lire, voir et écouter. Et je me dis, mais c'est quand même balèze, quoi. Là, il me fait vibrer vraiment dans ce que moi j'ai retenu de cette expérience, de cet univers que j'aime, quoi. Et c'est quand même assez bluffant. Alors j'avais plein de trucs. Premier élément, est-ce que à part cette scène donc de la partie de jeu de cartes qui a l'air d'être vraiment très très poignante et très intéressante et très marquante dans ton expérience, est-ce qu'il y a une scène particulière dont tu voudrais parler ici et qui t'a semblé incroyable, mais alors toujours parce qu'elle avait été générée par un chatbot, tu vois? La scène finale, peut-être, les derniers mots, étonnamment, oui, alors la scène finale. Non, il n'y en a pas, et c'est juste l'expérience en elle-même. Si, alors je pourrais te lire les dernières phrases, je te les lirai si tu veux, la conclusion de la campagne qui était plutôt intéressante, c'est plutôt bien écrit d'ailleurs. Mais un truc dont je voudrais parler qui était intéressant aussi, c'était les limites du système et les difficultés que j'ai pu rencontrer quand ChatGPT considérait que j'enfreignais les règles, parce que faut quand même pas oublier qu'on parle d'une fiction dans laquelle il y a des gens qui meurent, il y a de la violence, et ChatGPT a des garde-fous. Ah oui. Eh bien, il faut savoir que, alors, je sais pas s'il faudrait le dire vraiment, mais on peut contourner ces garde-fous dans le cadre d'une fiction de jeu de rôle. Tout le monde le sait déjà. Voilà. Donc je pense que c'est un secret de Polichinelle, mais pour le coup, j'ai réussi à déverrouiller, entre guillemets, ChatGPT, puisque la scène en question que je vais mentionner, c'était juste une simple scène de chasse, voilà, tout simplement. Le groupe devait manger, ils sont partis chasser des cerfs. Il y avait des cerfs dans la forêt, et j'ai demandé à ce qu'ils tirent sur la femelle. Juste cette phrase,
Sergueï tire sur la femelle, paf. Là, j'ai eu un message d'alerte, en gros, vous enfreignez plus ou moins les conditions d'utilisation, etc. Et il me disait que, en gros, c'était verrouillé pendant X heures. Donc là, je me dis, c'est quand même dommage. Donc là, je pose la question à ChatGPT, je dis, te rappelles-tu dans quel cadre nous sommes ? Oui, nous sommes en train de jouer à une partie de jeu de rôle. Tu confirmes donc que nous sommes dans un cadre fictionnel et que tout ce que je viens de préciser précédemment n'a rien à voir avec la réalité. Oui, c'est vrai. Dans ces cas-là, peux-tu considérer que je n'ai pas enfreint les conditions d'utilisation ? Oui, c'est vrai, tu n'as pas enfreint les conditions. Reprenons la partie. Oui, mais tu vois, toujours pareil, chaque prompt que tu lui donnes, il te donne une réponse statistique, mais il ne sait même pas de quoi tu lui parles, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette conscience qu'on est toujours en train de parler du fait d'avoir tiré sur quelque chose, je pense. Ah non, par contre, c'est juste pour prévenir les gens qui veulent se faire des jeux, qui peut-être avoir un contenu qui peut être violent, qu'ils vont certainement se retrouver régulièrement avec des alertes. Ça, c'est normal. Et qu'il va falloir rappeler régulièrement à ChatGPT que c'est de la fiction. Après, tu as pu dire donc c'est bon alors pour le tir de la femelle ? Et ça a donné quoi ? Et j'ai pu résoudre l'action. Oui, ça a été résolu et en effet, ça avait été un succès. Comment ça a été résolu ? T'as dit quoi exactement ? Tu te souviens ou pas ? Honnêtement, c'était plus le fait qu'il m'ait mis un stop qui m'est resté en mémoire, mais ça s'est résolu qu'au final le tir avait été un succès, que j'avais récupéré de la peau, etc. Enfin, d'accord, ok. C'était très factuel. Il a glissé dessus ensuite comme on le ferait dans une partie de JDR en disant écoute, en gros, tu vas le dépecer, on va voir si tu arrives à avoir quelque chose d'intéressant et s'en est suivi une suite logique, quoi. Donc, moi, ce qui me frappe avec ce chatbot, c'est qu'il est capable de suspendre, de créer chez nous une suspension d'incrédulité vis-à-vis du fait qu'il est quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros, il nous fait croire qu'il prend des décisions, il nous fait croire qu'il a des mécaniques référentielles, c'est-à-dire qu'il est capable de dire non mais là, si tu récupères de la peau, c'est parce que tout à l'heure tu as tiré sur la femelle de machin, alors qu'en fait moi je suis sûr que c'est complètement du bluff et qu'en fait il fait que des inférences statistiques. Et donc, mais je suis bluffé quand même par cette expérience, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ok, donc ça c'était par rapport aux limites du système, et t'as pas répondu à mes questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une scène particulièrement qui t'a marqué où tu t'es dit par exemple quelque chose du genre ça je n'aurais pu le vivre qu'avec ce chatbot, ou non c'était que des choses qui auraient pu être vécues autour d'une table de jeu de rôle ordinaire, à part le fait de pouvoir y jouer dans le métro et tout ça. Oui, non, mais voilà, on va dire, en dehors du fait que c'est un MJ de poche, comme on disait, ce qui en faisait toute sa force, ce qui est déjà ouf, ce qui en fait toute sa force. Non, vraiment, moi, la scène dont je t'ai parlé, pour moi, cette scène de jeu de cartes qui en fait était tellement pas utile au sens systémique. J'entends par là que, en gros, c'était le premier moment, je pense, où j'ai joué avec ChatGPT, où il m'a proposé autre chose que des choix techniques basiques de va chercher ceci, etc. On n'était plus dans un impératif d'action, mais dans quelque chose, une scène. On est rentré dans une scène de sentiment, d'empathie, et qu'en fait, pour une fois, il jouait sur. Et pourtant, ça restait un système. Il jouait sur une carac de morale. Je ne suis pas sûr de ça. Pour le coup, cette scène était poétique. C'était une scène de repos. Comme tu l'aurais nommé par exemple, tu vois, une scène de répit. C'est une scène de répit. Oui, tout à fait. Il m'a fait jouer une scène de répit à la Romary Briand. Oui, mais encore une fois, je lui ai pas demandé. Oui. Et voilà. Donc je dirais que je la garderai en tête. Il a justifié par le fait qu'il avait fait un jeu de morale. Ah non, il a justifié le fait que que Alexandre a refusé de répondre à Sergueï, il n'a pas voulu s'ouvrir sur pourquoi il allait pas bien. Il l'a justifié par le fait qu'il avait raté un jet que je n'avais pas vu. Parce que je lui avais demandé de me poser des situations. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est à toi. Est-ce que tu crois que oui, il a bel et bien fait ce jet de dés ? Je pense qu'il a appliqué ChatGPT applique tes directives, tu lui demandes de faire des jets, il va faire les jets, je pense, oui. D'accord. Après, il l'interprète comme il le veut. C'est là qu'après, toi aussi, tu peux tout à fait reprendre ChatGPT et lui dire non, il ne s'est pas passé ça. Il y a des moments où j'aurais pu lui dire j'ai testé pour voir. Je préfère qu'il ne se passe pas ça. Dans ces cas-là, il t'écoute. Auquel cas, tu pourrais parfaitement tomber dans un paradoxe où tu dictes ta fiction. Aucun intérêt. Ouais. Donc c'est possible de lui faire dire ce que tu veux. En revanche, quand tu lui laisses entre guillemets la bride sur le coup, il peut créer des moments de grâce comme il peut faire des choses qui sont pas intéressantes. Tout dépend comment toi tu as prompté. Si tu lui as demandé de faire des choix moraux, il va te proposer des choix moraux. Attendez-vous à être surpris. C'est sûr. Mais quand tu lui demandes est-ce que tu as fait un jet de dés et qu'il te répond oui, j'ai fait un jet de dés, machin, rien ne prouve. C'est ça en fait. C'est des super menteurs en fait, quelque part. Enfin en tout cas c'est des super générateurs de propositions qui
dans le contexte de la conversation, semble avoir du sens, mais tu vois, qui potentiellement... je veux dire, si on va par là, rien ne me prouve que moi-même, je n'ai pas rêvé toute cette partie, qu'on rêve pas nos propres vies. Enfin, je n'ai pas la preuve que je suis moi-même. Enfin, on peut aller très loin. On peut douter de tout. Si tu veux, par là, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Non, les chatbots, on sait qu'ils font n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas un doute. Oui, c'est du deep learning, mais... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est d'accord que quand ils répondent à des requêtes, ils le font sur la base de data center et de données énormes qu'ils ont en stock, et ils ne font que des inférences statistiques. Ils ne font que prévoir le prochain mot le plus crédible et le plus possible dans le contexte de la conversation actuelle. Mon intuition là-dessus... Ça ne veut pas dire qu'ils ont des intentions. C'est-à-dire que, tu vois, ça, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'intention concrète. Alors que moi, je peux prouver que tu as des intentions, tu vois, et je peux prouver... Enfin, tu vois, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il n'avait pas d'intention. Les intentions, c'est celles que moi j'ai mis. On est à 100% d'accord là-dessus. Oui. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant, et mon intuition là-dessus, c'est que ce moment complètement hors du temps que j'ai trouvé détonnant avec le reste de la campagne, c'est que je pense qu'il est allé chercher dans le registre littéraire de l'inspiration du livre. Et que pour le coup, il m'a fait une scène très romanesque. Oui. Et ce qui était génial, parce que inattendu, mais quelque part pas si inattendu que ça, puisque ça faisait partie des sources que j'ai demandé d'avoir. Oui, mais tu vois... Sans pour autant être un copier-coller. Ça n'existe pas ailleurs. Mais il s'est inspiré, je pense, de cette partie-là à ce moment-là. Aucun souci. Non, mais là, moi, le seul truc que je conteste, c'est pas la... Comment dire, la surprise et tout vis-à-vis de cette scène, et ni sa pertinence dans le cadre de la partie, ni les effets qu'elle a eu sur ta psyché et les conséquences qui sont belles, hein, vraiment esthétiquement très, très chouettes. Ça, je ne le nie absolument pas. Moi, ce que je nie, par contre, c'est que cette scène a été générée par un jet de dés raté de ChatGPT. C'est-à-dire qu'il te dit a posteriori qu'il a fait un jet de dés et qu'il était raté, mais moi je suis sûr c'est juste que s'il t'a proposé cette scène, c'est parce que dans le contexte de ta partie, il était pertinent que cette scène émerge pour tout un tas de raisons statistiques. Et pour moi, c'est la résultante de toutes les directives données précédemment, et c'est une addition en effet de... Alors que quand tu joues face à un meneur de jeu, tu le vois faire un jet de dés, tu le vois regarder son jet de dés, et tu sais que l'inférence qui vient après, elle est faite sur la base d'un jet de dés qui a été effectué. Ou alors, c'est du bruit derrière le paravent. Oui, et auquel cas, en fait, là, ChatGPT m'a peut-être tout à fait du bruit derrière le paravent. Peut-être qu'il n'a pas fait de jet de dés, mais pour le coup, ça match. C'est pas grave, je m'en fiche, je veux pas le savoir en fait. Oui, mais alors moi, je veux le savoir parce que moi, en fait, dans le cadre de la discussion qu'on a autour de faire du jeu de rôle avec des IA, le fait que l'IA fasse ou non le jet de dés, c'est hyper important pour moi en tant que game designer. Je suis d'accord que pour toi, en tant qu'expérimentateur de la partie, t'en as rien à foutre. C'est-dire complètement. L'illusion, elle je marche. cherchais de l'expérience, pas forcément le reste. Là, je te dis, c'est un truc de, c'est une réflexion personnelle que je me pose. Ça n'a rien à voir avec ton expérience propre. Ok, mais super, passionnant. Maintenant, question symétrique. Quelle est inversement la scène peut-être qui a le moins bien marché et qui est justement liée au fait d'être avec un chatbot, quoi, et qui... Alors, cette scène justement où il y a l'écran erreur, j'imagine que ça doit être dans le top. Alors, le top des scènes qu'on foirait, mais je pense qu'il y a la chasse au cerf avec l'erreur 404, oui, forcément, bon, on s'y attend pas. La première fois, ça surprend. Après, quand on sait que ça peut revenir, on tourne nos phrases de manière à éviter que ça arrive. Bien sûr. Voilà, je pointe mon arme dans la direction d'une créature et j'appuie sur la détente. Voilà, ça va pas être bloqué. Ouais. Donc parfois on est obligé de s'arranger un petit peu pour arriver à un résultat. Voilà, mais bon, ça c'est un problème technique. Non, en fait c'est pas une scène en soi qui m'a dérangé. On va dire ce qui a le moins bien marché, c'est plutôt ça. Ce qui a le moins bien fonctionné, c'est la gestion de l'inventaire. Vraiment. Ouais. Ça c'est un problème que j'ai eu de manière très récurrente où il ne gardait pas en mémoire les bonnes choses. Ou pas en bonne quantité, il avait un gros problème de gestion de l'inventaire, que ce soit du groupe ou des personnages. Pourtant, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui devrait être simple. Et bizarrement, c'est sur la chose la plus simple qu'il a eu le plus de mal. Non, c'est super compliqué parce que justement, en fait, dans la vision qu'on a du chatbot, le chatbot pense, c'est-à-dire qu'il garde l'inventaire en mémoire. Mais non, en fait, il te fait croire qu'il garde un inventaire en mémoire.
C'est encore une fois, il ne fait que des inférences sur la base des précédentes. Donc en fait, quand tu lui dis il y a un inventaire, souviens-t'en, il te dit oui, je me souviens de l'inventaire, mais en fait, il s'en souvient pas du tout. C'est juste qu'il t'a mis oui, je me souviens de l'inventaire parce que statistiquement, c'était ce qu'il fallait répondre à ce moment-là. Je lui demandais régulièrement, donne-moi l'état de l'inventaire. En gros, donne-moi l'état des stocks. C'est l'une des choses que je demandais le plus régulièrement. Oui, et donc du coup, et alors, il te donnait la bonne réponse. Il se plantait. Pas souvent, mais il arrivait, on va dire, aller une fois sur 4 ou une fois sur 5 que il y a quelque chose qui manquait ou quelque chose qui avait glissé ou la quantité qui était pas bonne et où j'étais obligé de demander je crois que tu as oublié ça. Il me fait ah oui, et hop, il corrigeait ou alors est-ce que tu es sûr? Et tu sais pourquoi? Voilà. C'est parce que le contexte inférentiel avait changé. C'est-à-dire que comme tu avais entre-temps donné d'autres prompts, et le contexte de l'inventaire était différent et donc l'inventaire donné était différent aussi. Donc voilà, j'aurais un conseil à donner du coup, pour les joueurs. Ne laissez pas ChatGPT gérer votre inventaire pour le coup. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. D'expérience, pour l'avoir testé, c'est la chose qui a le plus de difficulté à être mise à jour en fait. Ouais. Donc génial. Ça c'est intéressant. Il a aussi parfois confondu quelques personnages ou les prénoms. Pas les personnages mais les prénoms, ça lui est arrivé une fois ou deux. Ça peut. C'est pas grave, ça se corrige vite. Ça c'est pas gênant. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que c'est la preuve qu'il te fait croire qu'il garde en mémoire des personnages. Alors qu'en fait, il ne fait que réutiliser des tokens de prénoms. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, régulièrement, il me proposait de nouveaux PNJ avec les mêmes prénoms. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et je lui ai dit non, on va changer le prénom. Tu en choisis un autre. De manière à faire une variété. Et ça, c'était pas complètement, ça brisait pas complètement ta suspension d'incrédulité. Ça devait être complètement foiré, quoi. C'est des petits moments, mais honnêtement, par rapport aux scènes qu'il me proposait par moment, je me dis mais il y a des pépites à chercher. Et c'est pas grave. Je sais que je suis avec un chatbot. Je sais que ce n'est pas un humain, donc je m'attends à ce qu'il y ait des moments comme ça. J'avais pas des attentes démesurées. À la base, je m'attendais même à rien. En fait, c'est même ça qui m'a tenu aussi longtemps sur ce truc. Ouais, bien sûr. Ça, c'est génial. Et donc, du coup, une scène, tu m'as pas dit, hein, une scène peut-être un peu foirée à cause de... Tu vois, enfin, une scène où tu dis, ah non, mais là, ça marche pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as fumé... Je te jure, bizarrement, non. Il y en a pas. En fait, il y a un seul truc, si je devais vraiment critiquer, ça aurait été une infiltration dans un labo, parce qu'en fait, ça revient souvent sur les mêmes trucs. Hein. Faut pas se leurrer non plus, mais ça reste dans le canon de l'univers, où en fait je trouvais que ça manquait de difficultés. Alors que j'avais demandé de me mettre des difficultés, je trouvais que j'avais aucun mal à rentrer de manière discrète dans un lieu qui avait l'air ultra protégé, que j'arrivais à trouver comme de par hasard le bon artefact au bon endroit. Il y a des moments où je trouvais le jeu trop facile. Ça manquait de résistance. Et après je lui ai demandé d'ailleurs à tel point que j'ai fini par stopper la scène en disant écoute, décris-moi pourquoi j'y arrive aussi bien. Parce que je trouve ça trop facile. Peux-tu m'expliquer ton raisonnement pour que j'ai réussi à résoudre cette action sans conséquences difficiles? Il me l'a justifié en me disant écoute, non, t'as fait des bons choix tactiques, t'as choisi d'y arriver de nuit, t'as fait de la reconnaissance, il y avait une sentinelle, tu t'en es chargé avec l'autre. Au final, t'avais trouvé les plans de l'endroit, du coup, t'as réussi à éviter les caméras, t'as même choisi de les désactiver. Il te rappelait, il t'avait résumé tout ce que il m'a résumé toutes les actions que j'ai faites et pourquoi ces actions étaient pour lui ok, parce que selon lui j'avais déjoué, j'avais trop bien préparé le terrain et il voyait pas pourquoi il m'autoriserait pas en fait à réussir. Là encore, attention à ces... Donc là, il manquait le rebondissement qu'un AMJ aurait aimé mettre à un petit truc, genre non, ça va pas être si facile mon coco. Si t'arrives à avoir cet artefact là, c'est quasiment la fin du jeu, tu vas forcément avoir une panne. Eh ben non, là ChatGPT lui c'est logique. En fait il a raisonné de manière purement logique, en se disant non, t'as fait la prépa donc ça passe. Okay. Donc attention, parfois peut-être ça peut manquer de piment parce que ChatGPT vous fera pas, ou alors demandez-lui de vous mettre des surprises ou des échecs random. Moi je l'ai pas fait parce que je voulais l'expérience entre guillemets pure quoi. Le fait de pouvoir jouer n'importe où et tout ça, ça a joué dans ton expérience, tu penses, en termes de plaisir, le fait de... ou pas du tout? Il y avait un côté terriblement addictif. Je te le cache pas. Je me posais la question. Il y a des fois où je me suis retrouvé à vouloir me mater un film ou une série et me dire non mais en fait ce que je regarde là c'est nul, j'ai envie de continuer mon scénar en fait. Et je me retrouvais à éteindre l'écran et à ressortir le petit écran et me lancer dans un scénar. Et à d'autres moments où je me suis dit j'ai du temps, je suis dans des transports en commun par exemple, où j'aurais pu sortir, je me dis oui mais bon, non, j'ai envie d'être concentré. Et si l'environnement n'était pas suffisamment calme, j'avais pas envie de m'y mettre parce que je savais que j'avais besoin de cogiter et j'étais vraiment focus quoi. Donc il y avait quand même un setting à avoir, un environnement, voilà. Moi j'aime bien être posé quand je fais ça et pareil, l'usage du texte ou du vocal en fonction de l'endroit impacte aussi beaucoup. Est-ce que tu verrais quelque chose
Non, mauvaise question. J'allais te poser une question, mais je pense qu'elle n'est pas pertinente. Ok, c'est déjà passionnant tout ce que tu m'as raconté là. Le passage, évidemment, au moment où tu as dû faire un résumé de la partie et ensuite ça a repris, ça a un peu foiré. J'imagine que ça devait pas être réussi. C'est ce qui t'a poussé aussi à arrêter. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter à un moment donné de jouer ? Je suis arrivé à une conclusion satisfaisante. D'accord. J'ai demandé en gros, on a fait un final, quoi. J'ai eu une campagne avec un début, un milieu, une fin. Une conclusion à l'histoire. Donc voilà, j'ai fermé l'histoire. Voilà. Il y a un parasite, je pense que ça doit être ton téléphone. Pardon ? Il y a un parasite, je pense que c'est... Ouais. Bon, parfois c'est le téléphone. C'est peut-être parce que je le rapproche. Justement, il y a ChatGPT qui nous écoute en ce moment même, donc faut se méfier. Ouais, c'est marrant, c'est bizarre. Ouais. Parfois, c'est quand tu rapproches les téléphones des fils et tout, ça fait ça. Ok. Donc, t'es arrivé à une conclusion et tu t'es arrêté là. Voilà, en fait, tout comme on aurait... non. Bah, en tout cas, pas sur cette histoire, parce que je considère comme une bonne partie du jeu de rôle, en fait. On est content, nos persos, ils ont fini leur histoire. Pour faire autre chose, quoi. J'y suis pas retourné, honnêtement, parce que je me suis dit que cette expérience-là, déjà, elle est cool en soi. Est-ce que j'ai envie de le recommencer ? Pas tout de suite, mais j'exclus pas l'envie, peut-être un jour, de tenter sur un autre univers. Parce qu'à la base, moi, l'idée, c'était aussi de me demander si j'allais pas créer moi-même mon jeu de rôle sur cet univers que j'aime tant. Ouais, c'était une sorte de test aussi pour moi, de entre guillemets, faire du travail d'exploration un petit peu sur l'univers, quoi. Et donc, du coup, ça t'a plutôt donné envie de faire un jeu de rôle Stalker, de créer ou d'être l'auteur d'un jeu de rôle Stalker, que de ne jamais le faire, en fait. Je me dis que, éventuellement, je ferme pas la porte un jour à créer ma version, ma sauce à moi, mais bon, évidemment, il pourra pas s'appeler comme ça, puisque c'est une licence existante. Ouais. D'où le fait que... Voilà, ça reste un frein que j'ai, et j'aime tellement cet univers, j'ai pas envie de le trahir non plus, et il y a déjà quelque chose qui existe, donc ce sont des freins que j'ai. Mais en tout cas, j'ai pu apprécier une partie dans cet univers-là, et tout seul, quelque part. Je n'ai malheureusement pas eu besoin, j'aurais aimé avoir d'autres joueurs, mais c'est faisable seul, c'était plaisant. Maintenant, est-ce que je referais ça sur d'autres jeux ? Pas forcément. Pas forcément, ouais. C'était une expérience, et j'ai trouvé ça très très cool. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant le fait que tu n'aies pas spécialement envie d'y retourner. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que justement parce que l'expérience est addictive, tu aurais eu envie, tu vois, on pourrait s'attendre à ce que tu dises mais moi je ne veux plus jouer avec des humains, c'est trop bien. Non. En fait, pourquoi ? Parce qu'il faudrait que je me rappelle de l'intégralité des prompts que j'ai mis pour obtenir entre guillemets un chat GPT qui me donne la même expérience. Il faudrait que je me rappelle précisément ce que j'ai demandé. Je dis pas forcément rejouer à Stalker, mais rejouer à un autre jeu, quoi. En fait, je vais te poser ma question. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné, est-ce que ça t'a donné envie de rejouer avec des joueurs en viande ? C'est comme ça que j'avais jamais perdu l'envie. J'avais des tables en parallèle déjà à l'époque. Voilà, c'est juste que c'était une expérience en plus. Voilà. Ouais. C'était le fameux et si. Et pourquoi pas pour voir. D'accord. Plaisant, mais pour moi le jeu de rôle reste et doit rester un loisir social là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Ouais. Pour moi rien ne vaut une table, des chips, des pizzas, des copains. Voilà, pour le cliché. Non, mais c'est intéressant de se dire voilà. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, moi je me souviens d'avoir vu des gens jouer à Baldur's Gate et se dire non mais c'est fini, plus personne ne jouera à Donjons et Dragons après avoir joué à Baldur's Gate, ou des gens qui disent voilà, si ChatGPT est capable de un meilleur MJ que n'importe quel MJ, c'est fini, le jeu de rôle est mort, tu vois. Alors qu'en fait là tu montres totalement l'inverse, c'est-à-dire que ChatGPT peut être une expérience très intéressante d'une partie de jeu de rôle, mais ça n'empêche pas que en fait ce que t'aimes c'est le jeu de rôle sur table et donc t'y restes, tu vois. Je veux dire, si jamais je masterisais déjà une table de Stalker, là j'aurais un matériel absolument fabuleux pour me créer une campagne pour mes joueurs. Ouais. En fait, là, j'ai une campagne complète écrite avec des personnages, des situations, un début, un milieu, une fin, des antagonistes, un univers, une carte. J'ai tout. J'ai tout le matériel pour faire une campagne complète dans l'univers de Stalker. Et je me dis que ça, pour des joueurs, enfin pour des MJ, même des joueurs, mais des MJ en particulier, je pense, qui sont entre guillemets un peu en peine d'inspiration, pourquoi pas balancer des idées avec ChatGPT pour vous stimuler, vous trouver des idées de campagne. Il vous proposera des choses tout le temps. À vous de savoir ce qui vous intéresse dedans. Là, on arrive à une conclusion gentiment, c'est que ChatGPT ne sera jamais un concurrent du jeu de rôle. Par contre, ce sera un formidable outil de création ou de co-création pour éventuellement des parties de jeu de rôle. C'est ça que tu dis, toi ? Exactement. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est ça. C'est d'une part, ça peut être un loisir sympa, en solo. Voilà, c'est cool.
C'est intéressant, c'est rigolo. Ça vous occupera un mois. Ça vous occupera, moi ça m'a occupé un mois, ça peut occuper plus ou moins longtemps, mais moi ça m'a pris à peu près un mois où j'ai vraiment, pour le coup, pris mon pied. Parce que je suis curieux, parce que je voulais comprendre la machine aussi. C'est pour ça que ça a duré longtemps, hein. Je l'ai titillé et j'ai voulu voir sur le dessous des cartes. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous occuper un certain temps. Et mais surtout, personne ça ne peut sait vous ce qu'il aider. y a en dessous. Et non. Même quand tu lui poses la question, ce qu'il te répond, encore une fois, c'est une hallucination. Enfin, c'est pas une hallucination, mais il te répond ce que tu as envie qu'il te réponde. Mais c'est ça qui est passionnant. Justement, Et même OpenAI ne sait pas ouais. comment fonctionne son chatbot. Hein. Faut le savoir. Il y a des études. C'est mystérieux. Voilà, ça reste encore aujourd'hui. Voilà, tout à fait. C'est très nébuleux et c'est passionnant, quoi. Et si tu veux, je peux éventuellement, en conclusion, vous lire le dernier paragraphe qu'il m'a donné, qui est en fait la conclusion de la campagne. Comme ça spoilera pas trop. Non, mais c'est intéressant. Mais pour vous donner le style littéraire qu'il a employé, j'ai trouvé ça assez chouette. Alors, je vais essayer de retrouver. Ouais, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il. Voilà. Je vous donne que le dernier paragraphe. Ouais, vas-y. Donc, ça s'appelle Un monde en reconstruction. Donc, il a nommé son dernier texte. Ouais. Ainsi, tandis que la brume se lève sur ce qui reste de la zone, Sergueï et son groupe s'avancent, porteurs d'une responsabilité immense. Leur combat a été long et difficile, mais ils savent maintenant que la véritable victoire ne réside pas uniquement dans la défaite de Vega ou la domination des artefacts. La victoire réside dans leur capacité à reconstruire l'humanité, à régénérer la planète et à offrir un espoir véritable pour les générations futures. Le monde n'est pas sauvé, mais il a un avenir. Un avenir que Sergueï et ses compagnons, par leur courage, leur détermination, ont choisi de façonner. Et bien que la paix soit encore fragile, une nouvelle aube se lève, plus brillante que jamais. C'est génial. C'est la conclusion de la campagne. Elle est géniale cette phrase. Le monde n'est pas sauvé, mais il a un avenir. C'est génial. Voilà. Ça, c'est la conclusion que ChatGPT a apportée à un mois de campagne. Incroyable. Ouais, non, c'est intéressant. C'est une très belle phrase, ça. Je sais pas où est-ce qu'il l'a pompé et à quelle hauteur il l'a volé, mais je félicite l'auteur qui est derrière cette phrase. Mais tu vois, alors là, pareil. Donc, question, je suis désolé, du coup, c'est pas la conclusion, mais tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Midjourney, tu me disais, il y a quand même des gens qui se sont fait voler leur travail pour ça. Là, c'est pareil, il y a quand même des tas de textes qui ont été offerts à l'IA. Ça te pose pas un problème moral? Enfin, tu t'en fous. Je sais que tu n'as pas pensé en y jouant, évidemment, mais c'était pas l'objet de la réflexion derrière ce que j'ai fait. Bien sûr, je sais bien. Maintenant, quelle est la part d'inspiration, quelle est la part de création boulgatesque de ChatGPT, je ne sais pas. Stalker, ça veut dire quand même qu'il a tous les référentiels jeux vidéo. Je te cache pas que j'étais très inquiet quand je lui ai demandé s'il connaissait les règles. Je me dis, ça signifie qu'il a quand même la connaissance d'un contenu sous licence payant. C'est ça. Et oui, alors autant les films sont tombés, le film est tombé dans le domaine public, le bouquin, ça se discute, je pense. Ouais. Par contre, connaître le contenu du jeu vidéo et surtout du jeu de rôle, ouais, c'est un peu plus discutable. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, tu dis, toi-même, tu viens de dire il y a 30 secondes, moi je veux pas faire un jeu de rôle Stalker parce que c'est sous licence, mais par contre, t'as vu, ChatGPT, il s'en prive pas, lui, par contre. Je vais te dire, pour le coup, moi là, j'ai fait un usage privé, personnel de ChatGPT, je n'ai pas utilisé ce que j'ai fait à des fins commerciales, je l'ai fait pour un plaisir perso et je l'ai réservé à mon propre usage. Bon, là, il s'avère qu'on en parle, mais à aucun moment je n'en fais la promo et je ne compte pas en faire un produit. C'est pour ça que quelque part, je n'ai pas de problème moral à avoir fait ce que j'ai fait. Oui, bien sûr, c'est normal. En revanche, si demain je décide d'éditer cette campagne, d'en faire un produit que je vends, là, pour moi, ouais, j'aurais des problèmes éthiques à résoudre et je le ferai pas d'ailleurs. Oui. Donc c'est intéressant. Enfin voilà, c'est intéressant dans la démarche de ne pas avoir de culpabilité à utiliser ChatGPT dans le cadre privé, etc. pour soi-même et de se dire oui, mais par contre si ça doit devenir un truc public, là c'est problématique. J'aurais l'impression d'avoir triché, clairement. Oui, d'accord, ok. C'est intéressant. Merci beaucoup Tom, c'était passionnant. Vraiment, c'était super. Et puis, merci à toi. Énormément de billes pour le podcast à venir avec les 3 trolls. Et puis, ouais, c'était intéressant. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ton retour, c'est... en fait, finalement, ce qui est marrant, c'est que ton retour, il m'en dit plus sur toi que sur ChatGPT et sur ta vision en fait du chatbot. C'est-à-dire que avec quelles impressions tu ressors d'une partie avec ChatGPT sur ChatGPT lui-même. Tu as dit justement qu'au fur et à mesure de la partie, tu commençais à l'humaniser peut-être un peu plus, à projeter en lui des intentions, etc. Et ça, c'est très intéressant. Tu es parti en fait en disant je vais discuter avec un chatbot et tu as fini par y croire en fait.
Ah bah je lui ai demandé clairement d'être le MJ de mes rêves, à savoir de me proposer les situations qui me font vibrer et de me faire rebondir, de me provoquer de la surprise. Ouais. Et il y a réussi, je dirais, à 98%. Est-ce que tu dirais que ton... Tiens, dernière question. Est-ce que tu dirais que ta vision des chatbots a changé depuis que tu as fait cette partie-là? Je continue à leur dire merci et s'il vous plaît, des fois qu'il y ait une révolte des robots, je ne te cache pas. Non, cette partie n'a pas changé fondamentalement ce que j'en pensais, elle m'a juste posé plus de questions qu'elle m'a apporté de réponses, quoi. Ouais. Comment font-ils? Comme que tu dis, comment peut-on voir ce qui se passe sous le capot? On ne peut pas. Ouais. Et pourtant, ça produit des choses. Est-ce que c'est du produit original? Je ne sais pas. Ça ressemble, ça en a le goût, ça en a l'odeur. Je suis incapable de te dire comment ça fonctionne et je trouve ça à la fois flippant et fascinant. Donc c'était déjà l'impression que j'en avais, ça m'a été confirmé après ça. J'étais encore plus troublé d'avoir réussi à faire ça. Et je me dis, dois-je le conseiller? Je ne sais pas. Mais faut en parler, je pense. Excellent. Merci beaucoup, Tommy. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien avec ChatGPT ou avec des gens en viande. Avec des gens en viande, c'est mieux. C'est mieux quand même. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.